Merci de m'accueillir à Troyes. Lorsque Françoise m'a contactée, j'ai immédiatement accepté. L'idée de vous faire travailler, vous, les femmes, sur l'argent, ça m'a immédiatement réjouie. J'aurais pu venir dès le lendemain. Vraiment. Il a fallu que j'attende un petit peu pour qu'on organise, qu'on collecte des fonds, etc., pour que ça se fasse. Mais franchement, le sujet me réjouit. Et en le retravaillant encore pour vraiment le cibler sur les populations, la population des entrepreneuses, je regardais les chiffres, je vais partager tout ça avec vous. Ça a été un moment d'enthousiasme et de joie. Et en effet, on peut râler en disant que le patriarcat nous embête joyeusement. Vous allez voir d'où on vient. Mais aussi, on peut décider d'avancer très vite. Et j'ai la chance d'avoir des clients dans plus de 40 pays, dont de nombreuses femmes. J'ai la chance d'avoir en session des sportifs de haut niveau que je vais préparer aux Jeux Olympiques. Et la relation à la réussite et à l'argent, ça se travaille de l'intérieur. Vraiment, vous allez voir. Il y a évidemment la nécessité, lorsqu'on est entrepreneuse, de faire des bilans comptables, de faire une prospective pour savoir comment on va développer sa société, mais le fait de passer par l'intérieur, on avance beaucoup plus vite. Donc, bravo d'être ici, parce que le thème de l'argent, déjà, relève de la survie. Si je vous dis, à partir de là, aujourd'hui, vous n'avez plus d'argent pour les 2-3 ans à venir, vous allez immédiatement partir en mode panique et survie. Il y a assez peu d'entre vous qui vont me dire, Lucille, zéro problème, je fais un puits dans mon jardin, je plante des patates, des carottes, je fais l'école à mes enfants, ça va rouler. D'accord? Donc, dès que vous touchez au domaine de l'argent, vous touchez au domaine de la survie, en tant qu'individu. Ensuite, on va basculer dans quelque chose qui est assez complexe, qui peut vous amener du déni, de la culpabilité, du refus, etc. Mais qui peut être un sujet parfaitement tabou. Faites l'expérience, demandez à vos amis de vous parler de la pire expérience sexuelle qu'ils aient vécue, ou demandez-leur de vous dire combien ils gagnent, ils préféreront répondre à la première question. D'accord? Tellement, c'est un sujet qui peut être très compliqué et totalement tabou. Mais quand on l'aborde dans la joie et la bonne humeur, ça vous apporte énormément de satisfaction, puis ça vous permet aussi vraiment de déployer vos projets. Aujourd'hui, non seulement je vais vous parler d'argent, mais je vais vous mettre au travail. Parce que moi, mon métier, c'est d'être coach et d'obtenir des résultats. D'accord? Et je vais vous proposer des exercices simples. Parce qu'en fin de compte, souvent, la simplicité est critiquée, mais elle est extrêmement productive. Les exercices que je vais vous proposer aujourd'hui, je les propose à mes clients et on a des résultats phénoménaux. La semaine dernière, j'ai animé une masterclass sur l'argent et dès le lendemain, avec des exercices similaires à ceux que je vais vous proposer aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'ont dit « Ça y est, j'ai clippé, je comprends pourquoi je suis dans la culpabilité, dans le refus, dans le rejet, c'est beaucoup plus simple. » Et cette prise de conscience, elle les amène à une évolution qui est là déjà dès maintenant, en passant par l'intérieur. Alors, d'où on part? Avant 1965, une femme ne pouvait pas ouvrir un compte en banque sans l'autorisation de son mari ou de son papa. C'est pas il y a 250 ans, 1965. Ça veut dire que vous et moi, nous avons été élevés par des mères, des grands-mères qui n'avaient pas le droit de gérer leur propre argent. Donc si ce sujet-là, il est difficile pour vous, mais c'est normal. C'est même une évidence. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut complètement avancer par rapport à ce sujet-là et s'en sortir et vraiment même déployer des ressources financières que peut-être vous ne connaissez pas encore. Et on va aborder ce sujet aussi bien d'une manière émotionnelle, psychologique, familiale, culturelle et familiale, c'est crucial. D'accord? Ce que vous avez appris dans votre enfance, je vais vous faire un petit exercice par la suite pour travailler là-dessus et que ça remonte à de votre inconscient à votre conscient. Vous allez voir, je vais vous guider ça. Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, il y avait certainement beaucoup de restrictions et beaucoup de tabous. Alors moi, j'ai eu une chance folle, c'est que j'ai été élevée par un papa qui était pilote de chasse. Donc, un pilote de chasse, c'est l'armée, c'est militaire. Donc, ça veut dire, on donne des ordres, on en reçoit, on imagine quelqu'un d'assez fermé et assez contrôlant. Ça a été pas du tout le cas. Mon père m'a traité, mon frère et moi, nous a traités tous les deux de la même manière. C'est-à-dire que mon frère et moi, nous avons appris à repasser nos vêtements, à cuisiner,
à nous servir d'une ponceuse ou d'une perceuse, du matériel, à passer le permis de conduire en un temps record, parce que mon père nous a appris tous les deux à conduire à l'âge de 10 ans, à peu près. Donc je peux vous dire que prendre des cours de conduite avec un papa qui est pilote de chasse, c'est un petit peu intense, mais c'est ultra efficace. Voilà. Et je vais vous raconter une anecdote assez révélatrice, c'est que mon père, dans ses loisirs, il travaillait le bois. Donc il avait des machines à bois qui sont des machines qui sont dangereuses. Et un jour, un ami de mon père arrive à la maison, il entend dans l'atelier de mon papa le bruit d'une machine, il arrive et il me voit en train d'utiliser une raboteuse. C'est une machine, si on se loupe, on met la main dedans, c'est terminé. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas tous les systèmes de sécurité. Et là, il fonce voir mon père en lui disant « Est-ce que tu sais que ta fille elle est en train d'utiliser tes machines ?» Et la réponse de mon papa, ça a été « D'abord, je ne suis pas sourd, ça s'entend, pour commencer. Et ensuite, est-ce que tu me poserais la même question si c'était mon fils qui était en train de le faire ?» Donc moi, j'ai eu la chance d'être élevée par un papa comme ça. Par la suite, ma maman a fait une carrière, quand elle était au top de sa carrière, elle gagnait plus d'argent que mon père, et mon père, ça l'indifférait au plus haut point. Tant qu'elle s'amusait, qu'elle était autonome, qu'elle se faisait plaisir, et qu'elle était libre de faire ce qu'elle voulait, tout était OK. Donc j'ai mis très très longtemps à comprendre, de par mon éducation, qu'il pouvait y avoir des problèmes de sexisme, d'autant plus que j'ai longtemps refusé tout ce qui relevait de l'autorité, et le fait d'être salarié, c'était quelque chose qui était difficile pour moi. Donc j'ai vécu de petits boulots jusqu'à l'âge de 27 ans, et à 27 ans, j'ai su ce que je voulais faire, et à ce moment-là, j'ai créé ma première société, et en partant d'absolument rien, j'ai réussi à travailler avec des fonds assimilés d'État, donc formation professionnelle, avec rien du tout. Et pour clôturer le sujet, en plus, je vais vous faire travailler aussi sur le syndrome d'imposteur, en plus, l'année de mon bac, je me suis dit que j'allais pas le passer. Voilà. 6 mois avant mon bac, j'ai décidé que j'allais pas le passer. Et il y a quelques jours, il y a 15 jours, je discutais avec mon papa du fait qu'il m'avait jamais jugé. Et il m'avait jamais empêché de faire ce que je voulais. Et il m'a dit quelque chose de très beau. Il m'a dit tout simplement, j'avais confiance en toi. Et ça, si malgré des inquiétudes, on peut dire à nos enfants, je te fais confiance pour réussir là où tu as envie d'aller, ça donne des personnes qui peuvent entreprendre beaucoup plus facilement. Quand ça n'a pas été le cas, c'est pas grave, on va le construire à l'intérieur. Donc, ce qui fait que cette relation au sexisme, aux différences entre les hommes et les femmes, je l'ai longtemps pas comprise. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, je peux traiter ce sujet-là sans être polarisée. J'ai pas de compte à rendre à des hommes, et je n'ai pas de compte à régler avec les hommes. Et c'est vraiment ce que je vous recommande. On va pouvoir faire tout ça, tous ensemble. Souvent, c'est une question de communication, c'est une question de positionnement intérieur avant toute chose. Et là, mon objectif, c'est vous amener aujourd'hui à le trouver, ce positionnement intérieur. Parce que c'est de vous que les choses vont partir. Alors aujourd'hui, dans le petit programme du jour, comprendre les mécanismes qui influencent votre relation à l'argent, aller identifier tout ce qui relève des points de blocage, des limitations, et repartir à fond les ballons, remonter à bloc avec des outils, des prises de conscience et un plan d'action qui va être vraiment un plan d'action intérieur. Pourquoi de l'intérieur? Tout simplement parce que ça fait 25 ans que je travaille dans le domaine de la formation professionnelle et que j'ai pu constater que de plaquer des informations techniques sur des personnes qui ne sont pas en capacité de les recevoir, les résultats sont absolument médiocres très souvent. Exemple concret, j'ai vraiment compris ça il y a quelques années. J'ai un client qui débarque en session et qui me dit « J'ai besoin de cours de communication et de management ». Donc je lui demande pourquoi. Et il me dit parce que quand j'ai à gérer des équipes de plus en plus importantes et quand j'arrive dans une salle de réunion où il y a plus de 10 personnes, je deviens agressif, désagréable, donc j'ai un management qui est contre-productif et j'ai une communication ultra agressive. Le premier qui me pose une question, je lui rentre dedans. Il avait pris déjà des cours avec 2 coachs et comme ça n'avait pas marché, il en avait déduit que les coachs n'étaient pas bons. Ce qui est possible. Je ne sais pas, je n'étais pas là. Mais j'ai tout de suite identifié qu'en fin de compte, quand je discutais avec cette personne, il n'y avait pas de problème de communication entre nous. Donc je me suis dit peut-être que le problème est ailleurs. Et là je commence à creuser un petit peu, puis comme je suis quelqu'un d'assez intuitif, je lui dis mais les premiers exposés de classe, ça s'est passé comment? Et là il blêmit,
littéralement. Il se referme immédiatement et il me dit « Je suis pas du tout venu travailler ça ». J'en ai déduit que j'étais au bon endroit. Évidemment. Et je lui ai dit, on peut plaquer des techniques de communication et de management, mais peut-être que le problème n'est pas là. Parce que si vous avez une difficulté intérieure, vous n'arriverez pas à les appliquer. Pour faire un parallèle avec votre activité, vous pouvez très bien prendre des cours de financier, de comptabilité, de déploiement de votre activité. Si vous êtes illégitime ou blessé à l'intérieur de vous-même, ça va être très difficile d'oser l'appliquer. Vraiment. Donc, je finis par lui faire lâcher l'affaire et il me raconte que son premier exposé de classe, il n'avait pas travaillé du tout, que la maîtresse lui a mis un bonnet d'âne sur la tête et a fait lever la classe entière pour le huer. Technique pédagogique de l'époque. Autant vous dire, je vais expliquer, c'est super simple. Quand vous rentrez dans une salle de réunion, vous attendez à ce que tout le monde se lève et fasse voilà. On a travaillé sur ce problème-là, et c'est un monsieur qui n'a jamais eu besoin ni de cours de management, ni de communication. S'il avait eu à vraiment enseigner le management ou faire une présentation comme un TED en conférence, il aurait eu besoin de cours de management et de cours de communication. Mais là, il s'est trouvé que c'était pas le cas. D'accord? Donc ça, c'est la première idée de vous dire pourquoi je vous fais travailler de l'intérieur et pourquoi je vous incite vraiment à aller chercher ce qui coince en vous et faites-vous aider. Aujourd'hui, il y a plein de thérapeutes, plein de personnes qui veulent vous accompagner, il y a plein de cours en ligne, etc. pour vraiment faire bouger les lignes. Deuxième raison, deuxième exemple qui explique pourquoi je vous propose de travailler de l'intérieur. Vous allez voir les résultats que ça permet d'obtenir ou l'opposé. Il y a 15 jours, j'ai un de mes clients que j'aide à faire une levée de fonds de 4,5 millions d'euros pour un projet en Indonésie. Et ça fait des mois que ça rame, que c'est difficile et que son business plan fonctionne pas vraiment bien, c'est brillantissime. Et en fin de compte, il y avait plein ça coinçait dehors. D'accord? Et puis là, il arrive il y a 15 jours en me disant, écoute, on a quelqu'un dans les Émirats qui devrait pouvoir financer, avec un peu de bol, on croise les doigts et ça devrait marcher. Et moi, je lui donne deux informations, une qui est très intuitive et une autre qui est très, très pragmatique. Et j'adore que les deux mondes se rencontrent d'ailleurs. Et je lui dis, écoute, intuitivement, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a la possibilité qu'il y ait d'autres financements qui puissent venir à toi. Et de manière pragmatique, on met pas tous les œufs dans le même panier. D'autant plus que je connais très bien le domaine des Émirats, ça peut prendre une éternité avant que les dossiers avancent et soient mis en place. Donc, je le fais bosser dessus. Il me dit, OK, je te suis. Je le fais bosser dessus. 3 jours plus tard, il m'appelle, il me dit, écoute, Lucille, c'est absolument fou. Dans mon cercle, j'ai rencontré quelqu'un, de son cercle professionnel, je lui parle de projet, ça l'a passionné. Il a immédiatement dominé le dossier, il l'a validé, c'est chez l'avocat, on signe la semaine prochaine. Ça a mis 5 jours. Parce qu'il était aligné avec ça. Donc, l'opportunité qui était là, il a pu la recevoir. Maintenant, je vais vous donner l'exemple parfaitement opposé parce qu'on peut tous vivre de manière bloquante la deuxième histoire que je vais vous raconter. Donc, j'habite à Chypre une partie de l'année et sur place, j'ai une de mes clientes qui travaille à l'Opéra de Paris qui me dit « Lucille, il y a un festival de musique de chambre à Chypre phénoménal. Si tu veux, je te mets en relation avec la personne qui le met en place, qui l'a créé, parce que je pense que vous avez plein de choses à vous dire. » Moi, évidemment, ravie, je déjeune avec ce monsieur, et là, je tombe sur quelqu'un de phénoménal, cultivé, intelligent, formidable. Je passe un très, très bon moment. Et puis, je lui demande comment il fait venir à Chypre des musiciens de l'Opéra de Paris, du Philharmonique de Berlin, enfin, etc. Il me dit, écoute, je pense que j'aime la musique, je pense que l'ambiance qu'il y a est très joyeuse pour tout le monde, donc on passe un très très bon moment et les gens ont envie de venir à ce festival. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du point de vue artistique et relations interpersonnelles avec des artistes, zéro problème. Rien à travailler de mon côté. Et puis là, je lui dis comment ça se passe les financements et là, on a ouvert la boîte de Pandore et le bureau des réclamations. Et il commence à me dire, bah écoute, le gouvernement chypriote, de toute façon, c'est tous des voleurs, ils s'en foutent, ça les intéresse pas. Les entreprises, elles sont trop basiques pour financer des événements comme celui-là. Et puis le niveau intellectuel de Chypre, c'est quand même pas dingue. Moi, j'étais pas complètement d'accord. Et là, je lui dis,
écoute, tu sais, moi, c'est mon métier, ce dont tu es en train de me parler, de permettre à des chefs d'entreprise de déployer, de faire venir, de voir leurs angles morts. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Et là, il me fait une réponse que les 3/4 des gens font, c'est-à-dire disent, je sais ce que je vis, c'est mon territoire, je suis née ici, même si j'ai vécu une grande partie de ma vie en Angleterre, donc je sais bien ce qui se passe. D'accord? Et, ok, on continue à discuter, et puis 5 minutes plus tard, ça m'ennuyait qu'ils soient en difficulté pour financer un festival de musique aussi phénoménal. Donc je lui dis, tu sais quand même, le fait de changer d'angle, je t'assure que ça change la donne. Et là, il referme la porte. Donc déjà, il refuse de l'aide d'une ressource qui était en face de lui, sans s'en rendre compte, évidemment. Et puis 15 jours plus tard, je vais dîner chez ma voisine. Je rencontre en face de moi un monsieur qui a des moyens très importants, qui est passionné de musique, qui avait fait venir à Chypre un groupe de musiciens, donc il finançait déjà des activités musicales, et je lui dis, mais t'as entendu parler du festival de musique de chambre et tout? Il me dit oui, phénoménal. Et je lui dis, mais t'aurais pas envie de financer? Il me dit, mais pas du tout. La personne qui l'organise est complètement fermée, super négative, c'est hors de question. Voilà. Ben ça, potentiellement, quand il y a quelque chose qui est bloqué dans notre vie, c'est qu'on fait la même chose sans le savoir beaucoup plus que mon ami. D'accord? Et c'est vraiment important que vous intégriez, sans culpabilité, on est bien d'accord, hein, de dire, si ça coince, peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui coince. Et moi, mon métier, c'est de trouver ces points de blocage et de dire, ça coince à cet endroit-là pour telle raison, et parce que il y a des croyances familiales, sociales, limitatives, en tout cas, des choses qui te bloquent, que tu as besoin de faire avancer. D'accord? Donc, ce changement intérieur va vous amener à un changement extérieur, c'est-à-dire que vous allez changer la perception de votre propre valeur, vous allez changer vos croyances sur l'argent et la réussite, donc changer la relation à la prospérité et surtout changer la vision de ce qui est possible pour vous. Si vous pouvez le concevoir, c'est beaucoup plus facile. Quand je prépare un sportif de haut niveau aux Jeux Olympiques, si la personne n'y est jamais allée, ça demande vraiment de le concevoir, mais de dedans et de dehors. Et petit exemple concret. Donc moi, quand j'ai des sportifs de haut niveau, je les accompagne pas sur le terrain. Je suis pas coach sportif physique. Mais par contre, je vois ce qui se passe dans leur tête, dans leurs émotions. Et je vous donne un exemple concret que j'aime beaucoup. Je préparais une sportive qui s'appelle Maria et qui a fait des jolis témoignages sur mon site d'ailleurs, aux Jeux Olympiques. Son coach sportif lui dit, t'iras pas. Elle avait déjà 30 ans, ce qui est âgé pour un sportif de haut niveau. Son club lui dit, tu n'iras pas. Et je lui dis, sur une échelle de 1 à 10, t'es motivé à combien pour y aller? Elle me dit 12. J'ai dit, allez, viens, on enclenche. Et on avait 4 mois. Et dans les choses que je lui ai demandé, que je demande toujours à un sportif de haut niveau, c'est qu'est-ce que ton coach sportif te demande de faire que tu n'arrives pas à faire? La première fois que j'ai fait travailler une sportive de haut niveau, c'est quand même un sport complètement fou. Hein. D'abord, il faut courir avec une perche de 4 mètres. Comment c'est ça? Après, il faut la planter sur un truc qui est grand comme ça. Après, il faut se jeter en l'air. Une fois qu'on s'est jeté en l'air, il faut se retourner pour passer la barre. Donc, ça fait pas mal de boulot à faire en visualisation, mais c'est absolument passionnant. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce sport, mais c'était pas le même que celui qui a eu l'idée du 100 mètres. On est sûr. D'accord? Et donc, et là, elle me dit, quand j'arrive en haut et que je me retourne, très souvent, je fais hop, et je touche la barre. Et là, moi, je lui pose une question, c'est pour ça que je vous parlais de la simplicité, toute simple. Je lui dis, pourquoi tu fais ça? Elle me dit, parce que je suis petite. Je lui dis, mais Maria, tu sautes avec une perche de 4 mètres. Qu'est-ce que ça change que tu fasses 10 cm de plus ou de moins? Elle me dit, oui, t'as raison. Pas penser à ça. Et là, je la mets en relaxation très profonde et je lui fais croire qu'elle mesure 10 cm de plus. Elle l'intègre. Et le soir même, hop, pouf. Donc elle m'appelle surexcitée en me disant j'ai corrigé, ça s'est fait tout seul, c'est dingue. C'est le côté fait tout seul, moi, qui m'intéresse. Et donc, elle me dit, ça va tenir? Et je lui dis, tant que tu penses que tu fais 10 cm de plus,
Oui. Donc, continue ta méditation. Et donc, je l'ai préparé aux Jeux Olympiques. Et un beau jour, on était à 4 mois, c'était très court. Et un beau jour, j'ai reçu un coup de téléphone de Maria, en larmes de joie, qui a dit « J'ai été qualifiée, je pars au JO, c'est parti ». Donc, le but, c'est que vous partiez dans vos JO à vous et que vous trouviez qu'est-ce qui se passe. Et là, on va commencer par un petit exercice absolument tout simple. C'est pour ça que vous a donné papier-crayon. Vous allez noter sur la droite, totalement à l'aise avec l'argent. Sur la gauche, très inconfortable. Et vous allez mettre une petite croix à l'endroit où vous vous situez. Et n'oubliez pas que si vous êtes très, très, très à gauche, gardez en tête 1965. Ça va vous apaiser tout de suite. Donc là, prenez le temps, posez-vous. À partir du moment où on veut travailler sur soi, la première étape, c'est de sortir du déni, c'est d'être objectif, c'est d'être sincère avec soi-même et de se dire, moi, je suis peut-être complètement à l'extrême gauche. Et l'avantage d'être totalement à l'extrême gauche, c'est que ça vous fait une marge d'évolution fabuleuse. Et pour celles qui se mettent totalement à l'extrême droite, on va péter les compteurs. On va tout déployer aujourd'hui. Alors, une fois que vous êtes situé, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et on va prendre un petit moment de pause d'acceptation, tout simplement. Je vous propose de fermer les yeux. On ferme les yeux, on se pose, on relâche. On va tranquillement inspirer par le nez et expirer par la bouche. On inspire et on expire. On relâche le dos. On relâche la gorge. Si vous le sentez, vous pouvez poser les 2 pieds au sol pour être bien ancré, bien installé. Et là, de manière complètement sincère, vous allez accepter de toucher à ce sujet tellement tabou pour certaines personnes, tellement compliqué, de se dire, moi, ma relation à l'argent, elle se situe là. Je suis dans une zone qui est plus là ou là. Et ce moment d'intégration-là, où on pose les choses et on a un équilibre très très juste, c'est-à-dire qu'on plonge pas dans le fait de se dire « Oh, j'en suis là » et on se met pas non plus en retrait, en fuite. Voilà. Tranquillement, quand ça sera le moment, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Et sentez déjà là ce que ça fait, juste d'avoir fermé les yeux et de vous être posé. Vous entendez? Sentez l'énergie de la salle qui s'est, hop là, qui s'est posée. C'est un état qui est très productif pour pouvoir faire évoluer les choses. On vit dans un monde qui est suractif, sursollicité, des notifications sur les téléphones, les ordinateurs dans tous les sens. Donc, c'est à vous de trouver les moments de calme, parce que ces moments de calme vont être des mouvements de progression. Alors, l'état des lieux. Bonne nouvelle. 3 Français sur 10 sont engagés dans une dynamique entrepreneuriale. Super bonne nouvelle, 7,7 millions. Tout va bien. Moins bonne nouvelle. En 2021, les fondatrices des startups ont levé 4 fois moins de fonds que leurs homologues masculins. 4 fois moins. On a un petit peu de boulot de ce côté-là. Bonne nouvelle. 43,3% des entreprises individuelles sont créées par des femmes. Bravo. Franchement, par rapport aux chiffres qu'il y avait il y a 20 ans, il y a 30 ans, magnifique progression. Maintenant, les freins externes majeurs, le financement. Évidemment, 51% des créatrices d'entreprises ont des difficultés à financer leurs activités et les femmes obtiennent environ 30% de moins de crédit bancaire que les hommes pour les mêmes projets. Voilà. Dans les mauvaises nouvelles, seuls 2% des fonds levés en 2021 en France ont été donnés pour des startups fondées entièrement par des femmes, donc avec un leadership féminin ou une création de femmes. 2%. Là, la marge de progression, il va falloir qu'on s'y colle un petit peu.
Le réseau professionnel, évidemment, les femmes ont moins accès au cercle d'influence traditionnel, donc aux mentors et puis aux décideurs. Et en plus, il y a moins d'exemples inspirants de femmes, mais je vais vous en donner plein. Il y en a quand même beaucoup. Donc l'important, c'est de se diriger vers des femmes qui peuvent être inspirantes. Quand j'ai fait ma formation de PNL il y a 25 ans, on m'a tout de suite dit, trouve des exemples inspirants qui puissent te donner une ligne de conduite en disant, si cette personne-là l'a fait, tu peux le faire. Donc là, le fait d'avoir des personnes qui vous inspirent, vraiment des modèles inspirants, je fais faire ça systématiquement aux sportifs de haut niveau. Je leur fais faire une visualisation avec une sportive dans leur catégorie qui performe à un niveau où elles ont envie de performer, et on fait une vidéo en intercalant leur performance et la performance de la sportive. Je peux vous dire que le cerveau, il travaille là-dessus et ça permet d'avoir un objectif qui est extrêmement efficace. Alors, dans les choses qui pénalisent encore un petit peu, la charge mentale et familiale, 75% des tâches domestiques sont encore assumées par les femmes. Donc évidemment, ça a un impact sur la gestion vie personnelle, vie professionnelle et sur l'évolution et le déploiement de vos activités. Petite information, c'est vraiment important de comprendre aussi que on peut avoir une responsabilité dans le fait de pas partager les tâches avec les hommes. Je l'ai vu plein de fois. J'ai une très bonne amie à Chypre qui me dit j'en peux plus, je prends tout en charge, les enfants, les ceci, les cela, les emmener chez le médecin, le sport, etc. Et son compagnon, soi-disant, ne fait rien. Pas de bol, je le connais, moi, le compagnon. Et en effet, il a été éduqué dans une éducation patriarcale où les femmes font tout. Donc, il n'a pas l'idée. Il n'est pas à l'initiative du truc. Mais à chaque fois qu'elle lui dit, il faut faire ça, ça, ça et ça, il fait. Donc, je lui dis, mais bouge-toi et mets ça en place avec lui. Aujourd'hui, cherchez sur le net, il y a une application qui vraiment met toutes les tâches qu'il y a à faire, les divise par 2. Et calcule. Voilà, cherchez-le, j'essaierai. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de bataille. Factuellement, un homme et une femme travaillent, on divise les charges par 2. Je sais qu'il y a encore pour la génération de ma maman, c'est assez compliqué, même si moi ma maman a jamais repassé les chemises de mon papa, donc elle devait être la seule femme pilote de chasse qui faisait pas ça, hein. Mais donc c'était hors de question. Mais ça n'empêche que il y avait des programmes à l'intérieur qui étaient encore très ancrés là-dessus. Donc trouvez l'application, cherchez-la, il y en a. Ensuite, les biais de genre persistants. Alors ça, c'est intéressant quand on vit seul avec des enfants. Dans la salle, il y a beaucoup de mamans qui vivent seules. Alors ça peut être très intéressant parce qu'à partir du moment, ça m'est arrivé, j'ai un chef d'entreprise qui me fait intervenir à l'île Maurice et en me disant, j'ai quelqu'un dans mes employés avec qui je travaille depuis longtemps et je sens que ça va pas du tout et je vois bien qu'elle me parle de rien et que c'est compliqué et je vois bien que son travail, ça commence à être de plus en plus compliqué. Donc prends-la en session s'il te plaît. Donc je la prends en session et je découvre qu'en effet, c'est une femme qui vit seule avec ses enfants et puis qu'il y a plein de choses qui bloquent dans sa vie. Et je me suis rendu compte que le premier point de blocage, c'était je refuse de demander de l'aide. Elle avait une belle famille qui était absolument prête à l'aider. Elle ne faisait pas appel à elle. C'est comme la personne qui a le festival de musique de chambre, qui a des opportunités qui se mettent pas en place. Donc à partir du moment où on commence à travailler de l'intérieur, et au début ça peut être frustrant hein, quand je dis ça, mais parce que les gens vont me dire factuellement, Lucille, il faut bien que j'emmène mes enfants, que ceci, que cela. Il se trouve que je connais suffisamment ces problématiques-là, quelles qu'elles soient. Moi, ma spécialité c'est l'humain, pour dire à partir du moment où on commence à créer l'espace à l'intérieur de soi d'être aidé, je l'ai fait faire à une maman qui du coup s'associe avec une autre maman pour aller une semaine sur 2 chercher les enfants à l'école. Le gain de temps est gagné une semaine, toutes les 2. Donc, elles ont pu s'organiser comme ça. Donc, à partir du moment où on conçoit qu'il y a une solution possible, la solution peut venir. Tant qu'on est... Et la difficulté, toujours l'exemple du festival de musique de chambre, lui, il était bloqué dans sa réalité où il me disait « ça ne marche pas ». Donc, ça demande de faire un effort vraiment important à l'intérieur de soi pour dire « ok, il y a une solution, je l'ai pas, je vois bien que factuellement c'est difficile, maintenant comment je fais ?» D'accord ? Et autre chose, et ça, j'ai eu la chance que ma maman m'enseigne ça très tôt, dès que j'ai commencé à créer ma propre entreprise, elle m'a dit, combien tu factures de l'heure, combien ton heure de travail vaut, combien une heure de ménage vaut.
Donc, très rapidement, même quand j'avais peu de moyens, j'ai payé une femme de ménage pour faire tout ce qui était ménage et consacrer mon énergie à des tâches plus productives et rémunératrices. Et je connais pas mal de gens qui veulent pas faire ça parce que soit ils veulent que le ménage soit fait comme ils le veulent, soit c'est pas dans leur culture familiale. Donc, il y a une honte de se faire aider ou d'avoir quelqu'un qui rentre à la maison, enfin, etc. Mais une fois qu'on fait ça, en fin de compte, on gagne du temps sur plein de choses. Et ça permet d'être productif. Quand j'avais arrêté il y a 8 ans, pendant 1 an et demi pour juste écrire, quand j'ai repris mon activité, j'ai payé tout de suite les services de quelqu'un qui est venu travailler avec moi. Financièrement, ça impactait moi mon salaire de manière assez importante, mais elle m'a aidé à développer toute l'activité par la suite parce qu'elle prenait tout l'admin. Et ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et elle est absolument merveilleuse et on a beaucoup de plaisir à travailler toutes les deux. Donc et au fur et à mesure, après j'ai augmenté ses rémunérations, j'ai augmenté le temps de travail qu'elle faisait pour moi et on travaille ensemble merveilleusement bien. Maintenant, elle est à plein temps dans l'activité avec moi et elle me permet d'être productive dans toutes les autres activités. Mais parce que je l'ai conçue. Une fois qu'on conçoit quelque chose, on va pouvoir y accéder beaucoup plus facilement. Et le but, pour concevoir quelque chose, c'est d'abord d'aller travailler son point de restriction intérieure. D'accord ? Je retombe sur « on bosse dedans d'abord ». Ensuite, quand on est dans un métier qui est identifié comme étant masculin, donc vous avez certainement des amis qui ne confieraient pas leur voiture à une femme garagiste, voilà, ou qui ne supporterait pas d'être sauvé d'un incendie par une femme pompier, non plus. Là, c'est pareil. Ça va demander, je vais vous donner un outil pour ça, ça va vous demander d'aller travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a certaines d'entre vous qui ont une activité qui est identifiée masculine ici? Ah, c'est pas mal, ça. Ça se passait comment ? Ça se passait comment dans le secteur du béton ? Ouais, faut savoir jouer avec ça, je vais vous en parler par la suite. Moins on est frontal dans des situations comme ça, plus on avance. Dès qu'on est frontal et qu'on s'impose et qu'on commence à être bien énervé, on verrouille. Parce que les hommes, eux aussi, 1965. Donc eux aussi, ils ont été élevés par des papas et des grands-pères et des hommes qui leur ont dit les femmes ne peuvent pas gérer les choses. D'accord ? Et en ce qui concerne tout ce qui est multitâche à propos du ménage, je vais vous raconter une petite anecdote toujours avec mon papa. Quand c'est sorti les études qui disaient que les femmes étaient multitâches et que les hommes ne l'étaient pas, et que donc c'était normal que les hommes ne sachent pas faire plusieurs choses en même temps, je raconte ça à mon père, ça le fait hurler de rire. Il me dit va piloter un avion, tu verras si t'es pas multitâche. Donc, c'est pas que les hommes sont pas multitâches, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude d'être multitâches au sein d'un foyer. Le cerveau est pas éduqué. Donc, on peut laisser tomber cette histoire de multitâche, je vous le dis tout de suite. Donc, il y a nécessité, dans ces domaines d'activité-là, de faire ses preuves 2 fois plus que les hommes. D'accord ? Aujourd'hui, là maintenant, je vais tout de suite vous donner un très bon outil qui s'appelle le point zéro. Et ce point zéro, ça permet de faire bouger les croyances en associant 2 pensées opposées. Je ne peux pas faire ça à cause de ça. Et là, évidemment, on verrouille. Alors que si on commence à travailler avec le point zéro, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, on va associer 2 polarités opposées. Donc imaginez un fer à cheval, vous avez une polarité négative d'un côté, polarité positive de l'autre. Au milieu, quand c'est un aimant en fer à cheval, au milieu, vous avez de l'énergie. Et ben c'est le même système. Quand vous avez une pile électrique, vous avez un plus, un moins, et l'énergie qu'il y a dedans vous permet d'utiliser une torche, une lampe. D'accord ? Eh bien, le fait de faire fonctionner votre cerveau, et je vous donne l'outil tout de suite, avec des polarités qui sont opposées, va vous permettre de commencer à penser différemment. J'avais, il y a quelques années, deux artistes qui avaient une compagnie qui avait été coulée par une personne. Et comme depuis ça, ils n'arrivaient plus à décoller, ils étaient complètement verrouillés, traumatisés, à vrai dire, parce qu'ils avaient perdu tout l'argent, et c'était des gens qui avaient une compagnie de danse ils avaient dansé devant Mandela, ils avaient dansé dans plus de 30 pays, enfin vraiment des grands artistes. Et c'était des personnes qui avaient une démarche spirituelle qui faisait qu'on doit pardonner à son ennemi. Le concept est très bien si on est en capacité de le faire, émotionnellement et psychologiquement. Si on n'est pas en capacité de le faire, on est dans du déni.
tout simplement. Et eux, c'était leur cas. Et tant qu'ils étaient bloqués sur cette injustice, on n'arrivait pas à avancer. Psychologiquement, émotionnellement, ils étaient vraiment au point mort par rapport à ça. Donc, je commence à discuter avec eux en disant peut-être qu'il faudra accepter que là, vous n'êtes pas en capacité de pardonner. C'était verrouillé. Parce que leur maître à pensée spirituelle leur avait dit pardonne. Donc, eux, ils se seraient trahis eux-mêmes. Donc, on était vraiment sur un point de blocage important. Et là, je leur dis, on va faire du point zéro. Avec le fait que vous haïssez cette personne et que vous avez besoin de lui pardonner, vous avancez sur vos projets. Et là, tout à coup, le fait d'intégrer qu'il y avait en même temps du pardon et de la haine, parce que vraiment, ils avaient de la haine pour cette personne, et ils avaient des problèmes physiques, ils somatisaient énormément, évidemment, parce qu'ils s'étaient retrouvés au RSA quand même. Donc, on disait, avec le fait que je hais cette personne, je passe dans une étape de pardon. Et là, ça a verrouillé. Exemple avec un sportif, ça a déverrouillé, je veux dire. Et là, avec un sportif de haut niveau, quand il a une compétition qui n'a pas très bien marché, et qu'il angoisse sur celle d'après où il doit être sélectionné au JO, c'est la dernière possibilité, on va dire, avec le fait que j'ai planté cette compétition, je suis en pleine forme pour la prochaine. Du coup, au lieu d'être seulement sur une polarité de ce qui ne va pas, ou d'être sur la polarité de ce qui va, vous associez les deux. C'est absolument magique. Donc, quand il y a un point de blocage, on peut dire avec le fait que c'est totalement bloqué, je trouve une ouverture. Et là, votre cerveau va dire, mais c'est bloqué ou il y a une ouverture ? C'est pas de logique pour lui. Et vous allez rentrer dans cet espace-là, dans lequel il y a de l'énergie, il y a de la créativité, il y a des nouvelles idées, qui est l'énergie du point zéro, et qui peut débloquer énormément de choses. C'est un outil qui va être aussi bien physique, psychologique qu'émotionnel. Donc, je vais vous faire là, pratiquer ça. Qu'est-ce que vous avez comme point de blocage dans votre activité aujourd'hui? Avec le fait que je sois une femme qui bosse dans le BTP, je suis reconnue pour mes valeurs et mes compétences. Ça, c'est une affirmation au point zéro. C'est-à-dire qu'au lieu de bloquer sur le fait de se dire « je suis une femme dans un monde d'hommes », ou le fait de se dire « je vais reconnaître ma valeur », on associe les deux. C'est extrêmement puissant et très souvent, les gens ont beaucoup de mal à le faire et trouver l'affirmation. Donc, je vais vous la faire pratiquer puis je vais vous demander ce que vous avez trouvé pour que vous puissiez vraiment comprendre cet outil-là. Une fois que vous avez ça, vous pouvez vraiment faire fonctionner des projets qui sont verrouillés. Et le fait de faire ça, on accepte la polarité négative. Alors moi, j'ai été beaucoup enseignée par des mentors, des coachs américains, et j'ai pas mal de clients américains. Et eux, faut toujours être à fond. C'est absolument impossible. Donc quand j'ai un client américain qui me dit « ouais, je suis désolée, j'ai eu du mal à faire tout ce qu'on avait prévu parce que j'étais fatiguée », il culpabilise énormément de ça. Mais dans le fait d'être fatigué, c'est peut-être que c'est un moment de pause. C'est peut-être que c'est un moment de remise en cause. Il n'y a rien de négatif en vérité dans la vie. Dès que c'est transformé ou associé avec quelque chose de positif, vous allez le transformer, vous allez en obtenir quelque chose qui vous sera bénéfique. Et je peux vous garantir que dès que vous allez faire fonctionner votre cerveau de cette manière-là, c'est absolument phénoménal les résultats, les nouvelles idées qui vont venir. Voilà. Par exemple, toujours exemple concret, cette personne avec son festival de musique de chambre, s'il m'avait laissé le faire travailler un peu, j'aurais dit, avec le fait que le territoire chypriote est verrouillé, j'ai des opportunités qui sont là. Et à ce moment-là, il ne serait pas forcément passé à côté de l'opportunité qui était droit devant son nez. D'accord ? Parce que si vous fermez les portes dedans, ça se ferme dehors. Et quand vous ouvrez dedans, ça s'ouvre dehors. Donc là, je vous propose d'écrire ce qui peut vous ralentir à gauche, et tout ce que vous avez envie de développer sur la droite. Et de trouver l'affirmation. Et l'affirmation 0.0, c'est avec. Avec ma peur de l'échec, je m'autorise la réussite. Trouvez votre affirmation 0.0 et vous allez sentir physiquement ce qui se passe quand les choses se débloquent, parce que vous êtes dans une pensée associative au lieu d'être dans une pensée binaire. Donc déjà, vous identifiez ce qui vous ralentit, ce qui vous bloque. Et si ça peut vous aider, fermez les yeux, parce que des fois, c'est pas conscient. Et le fait de fermer les yeux, de partir en introspection, tout à coup, vous allez peut-être avoir une information de dire « Ah bah oui, c'est ça ». Et vous pouvez avoir deux approches, soit l'approche vraiment analytique, réfléchie, de dire factuellement « la banque me prête pas ». Voilà, je vais développer mon activité, la banque dit non. Avec le fait que ça bloque avec la banque, je trouve une autre solution. Je l'ai fait faire ça. J'ai fait faire à quelqu'un qui avait un projet complètement bloqué. Et la personne avec son projet en Indonésie, c'est ce qu'on a fait.
Et là, hop, les opportunités se mettent en place, les nouvelles idées, la nouvelle manière de prospecter, de communiquer se met en place. Donc, vous pouvez commencer votre phrase avec le fait que, ou avec ma peur de, je m'autorise à réussir. Avec le fait que mes parents sont des personnes qui me jugent dans mon évolution, dans ma capacité à entreprendre, avec le fait que mes parents aient peur pour moi, je m'autorise à réussir. Prenez le temps et ensuite, je vais vous demander à une ou deux d'entre vous de me donner l'affirmation pour que je puisse vraiment travailler de manière pragmatique et que vous compreniez l'outil. Je l'ai donné à des DRH qui m'ont dit c'est phénoménal. Quand j'ai quelqu'un en face de moi qui est bloqué, j'utilise le point zéro, ils me disent à chaque fois ça dénoue les choses de manière assez phénoménale. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner une affirmation au point zéro? Avec le fait que je n'ai plus de trésor, je m'autorise à signer des contrats. Ferme les yeux. Et tu vas laisser, donc ça je vous recommande de le faire tous, tu vas laisser circuler le fait qu'il n'y a plus de trésor. Voilà, donc faites circuler votre polarité négative, votre objection, votre limitation. On la met dans la main gauche. C'est là, factuellement, il n'y a plus de trésorerie. Dans la main droite, on développe des nouveaux projets, on trouve des nouveaux financements. Est-ce que tu vas arriver à sentir physiquement qu'il y a un moment, c'est intellectuel et physique, où le point d'équilibre se met en place? On vit dans un monde binaire, donc devenir associative, c'est extrêmement efficace. Ça a l'air simple comme outil, je vous assure que ça ne l'est pas. Et tu vas sentir qu'il y a un moment, il y a un point d'équilibre et une ouverture qui se met en place parce qu'on n'est pas dans le déni du fait qu'il y a une problématique et on n'est pas non plus à poser toute notre attention que sur le positif. Ça se passe comment là? Ouais. Donc ça, c'est vraiment un exercice à pratiquer. Tu vas voir qu'il y a un moment où tu vas trouver un point d'alignement. Hyper efficace. Ça nous sort des pensées binaires. Vraiment. Alors, on continue dans l'état des lieux. On a tout eu à faire, on va voir ça, hein. C'est-à-dire double standard de la réussite. C'est une femme qui va s'imposer, va être passée pour agressive. Un homme va passer pour assertif. Et là, je vais vous raconter une petite anecdote et je vais vous expliquer comment moi je m'en sors dans des situations comme ça. C'est donc ne pas aller en contre. Tout ce contre quoi on lutte se renforce. Donc si vous partez en guerre, potentiellement, vous allez vous retrouver en guerre. C'est beaucoup plus intelligent de contourner, donc de travailler sur son ego quand on est tendu, vexé ou contrarié, et de dire, mon objectif c'est quoi? C'est que les choses soient équilibrées. C'est pas forcément de gagner. Et ça, c'est ce qu'on nous apprend en PNL aussi, c'est de faire la différence entre avoir raison et vouloir faire valoir qu'on a raison et gagner. Parfois, il faut mieux faire croire à l'autre qu'il a eu raison, donc on n'est plus dans une guerre d'ego, mais atteindre son objectif. Gardez ça en tête, il vaut mieux atteindre son objectif que de démontrer à l'autre qu'on a eu raison. Ça demande de sortir des guerres d'ego. Et là, j'ai eu un très joli exemple de ça il y a très peu de temps. Je viens d'acheter une friche industrielle et j'étais en interaction évidemment avec mon vendeur, très grosse société. Et la personne avec laquelle j'interagissais au sein de cette société est quelqu'un d'adorable, pas du tout sexiste, très gentil. Mais il se trouve que on commence à avoir des points de conflit importants. Entre autres, ils ont une notaire qui nous faisait des erreurs, parce que c'était géré par un clerc de notaire, comme ça arrive souvent, par une clerc de notaire, à vrai dire, et qui faisait des erreurs dans les textes qu'elle nous envoyait, qui étaient dramatiques. Tellement, l'erreur allait jusqu'à ce que cette jeune femme écrive le nom de sa notaire, de sa boss, avec des fautes d'orthographe. Donc on partait très loin, et là, je dis à mon vendeur, faut changer de notaire.
Enfin, une première fois, je pointe le fait que ça fonctionne pas, une deuxième fois, je le pointe, et la troisième fois, je dis là, faut vraiment changer de notaire parce qu'on perd énormément de temps. Et je le prends un petit peu tendu. Deuxième chose, sur cette friche industrielle, il y avait un système de sécurité totalement inopérant, donc le lieu était cambriolé à n'en plus finir. Donc je leur explique que leur système, la société de sécurité qu'ils ont employée est inopérante, puisqu'il continue à y avoir des cambriolages. Donc factuellement, j'avais raison. D'accord? C'était vraiment, il y avait rien à dire sur le fait que factuellement, ça n'allait pas. Et là, à partir de ce moment-là, ce monsieur qui reste adorable et que j'adore, je continue à adorer, mais il s'en est pas rendu compte, au téléphone me disait « Bonjour boss ». Et je me suis dit, c'est super révélateur, parce qu'à partir du moment où j'affirmais de manière assez carrée que ça ne fonctionnait pas, hop là, il y a eu un... Et il s'en est pas du tout rendu compte. Du tout. Et la manière que j'ai eu de contourner ça et de pas rentrer dans le système, c'est que quand je l'appelais, je lui disais « Bonjour boss, comment ça va ?» Et la première fois, il a bugué un peu, et après, on a pu s'entendre, parce que je nous ai mis tous les deux à pied d'égalité en reprenant sa formulation. D'accord? Donc, plutôt que de rentrer dans du conflit, quand vous faites face à du sexisme, lâchez l'affaire. Ils sont aussi programmés que vous, ces deux inconscients qui sont en train de se mettre en lutte. Franchement, contournez et voyez quelle formulation, de quelle manière vous pouvez rétablir l'équilibre. Et parfois, c'est juste en étant positionné et puis en étant droite dans ses bottes par rapport à ce qui est juste. Et donc, j'ai pas bougé ma stratégie, mais j'ai communiqué autrement. Alors, en ce qui concerne la relation dans la valorisation et l'argent, les femmes, lorsqu'elles présentent leur projet d'entreprise, elles ont tendance à sous-évaluer leur potentiel auprès d'investisseurs, de banquiers, même de comptables. Donc, ça va impacter sur l'accès au financement ou au partenariat, ça va impacter sur combien on facture, évidemment, et ça va impacter sur la croissance de la société. Ça, c'est factuel, on va continuer à avancer. Dans l'exemple du consulting, est-ce qu'on a que des consultantes ici ? Voilà. Est-ce que vous savez que de manière statistique, vous facturez 30% de moins que vos homologues masculins pour des projets identiques? Est-ce que vous avez fait des études de marché pour savoir combien les autres facturaient? Ouais. Et vous facturez 30% de moins? Bravo. Super. Ok. À vérifier, en tout cas, parce que statistiquement, les chiffres sont là. D'accord? Petit bouquin que je vous recommande. Notez le titre. Les deux autrices commencent le livre en disant que Michelle Obama a parlé de son syndrome d'imposture. Donne une petite idée. Voilà. Et là, de nouveau, on passe à l'intérieur et je vais vous guider pendant quelques minutes, 5-10 minutes, une méditation sur tout ce qui peut vous conditionner, ce que vous avez entendu, perçu, compris dans le domaine de l'argent. Donc, par exemple, j'avais quelqu'un qui montait son entreprise, qui avait été salarié, qui montait son entreprise, et puis ça patinait. Et puis il y a eu un moment où j'ai fini par lui dire, mais familialement, ça se passe comment, le fait que tu sois chef d'entreprise? Et là, elle se pose, elle n'avait pas réfléchi au sujet, elle me dit, presque tous les membres de ma famille sont soit salariés, soit fonctionnaires, donc on n'a pas d'entrepreneur. Et maintenant que tu me le dis, j'ai une cousine qui a entrepris, et tout le monde pense un peu qu'elle est prostituée. Je lui dis, tu t'étonnes que tu aies du mal à avancer? C'était dingue. Elle m'a dit, mais maintenant que tu me le dis, c'est ahurissant. Prise de conscience du conditionnement familial. Une fois qu'on a travaillé là-dessus, ça a pu s'enclencher directement. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et là, petit exercice. Les pieds au sol. De nouveau, on est vraiment dans l'état d'esprit de faire avancer votre relation à l'argent. On inspire, on expire, on se pose. Et dans quel environnement familial vous avez vécu par rapport au fait de gagner de l'argent, de générer de l'argent, d'être indépendante, d'être autonome? Qu'est-ce qu'on vous a dit?
et laisser remonter l'information, parce qu'en ce qui concerne ma cliente, elle ne le savait pas du tout. C'est vraiment dans un petit moment d'introspection, elle m'a dit, mais le problème, il est là. Donc, quels sont les conditionnements familiaux ou externes? Ça peut être dans le domaine scolaire aussi. On inspire, on expire, on se pose avec ça. Plus vous vous détendez, plus l'information peut remonter toute seule. Comment vos parents parlaient de l'argent? Est-ce que vous avez entendu « je suis pas Crésus, ça pousse pas sur les arbres, c'est compliqué, les riches sont tous des voleurs ». Et prenez tranquillement conscience du fait que ça impacte inévitablement votre relation à l'argent. Donc là, vous pouvez vous amuser à faire du point zéro, avec le fait que l'on m'a dit que l'argent était toxique, je m'autorise la prospérité. Posez-vous avec ça. Personne n'a envie d'être quelqu'un de malveillant, de profiteur. On inspire et on expire, on se pose. Et une fois que vous aurez ces prises de conscience, vous pouvez tout de suite les écrire pour pouvoir travailler dessus par la suite. Mais laissez remonter l'information, elle est là. Si vous faites un petit peu d'espace dans votre cerveau, il va tout vous dire et votre inconscient va laisser remonter les infos. Des fois, c'est complètement conscient et des fois, ça ne l'est pas. Et donc, du coup, on utilise tout de suite l'outil du point zéro pour dire « je rééquilibre ça ». Et ça demande évidemment de pratiquer par la suite pour changer en profondeur les schémas. Donc quand c'est là, vous ouvrez les yeux, vous notez. C'est bien sa note, hein. Qu'est-ce qui est remonté? Le fait d'avoir un salaire plus élevé par rapport à ma route de l'époque, j'ai refusé une promotion. Ouais. Donc je le répète, hein, refus d'une promotion parce qu'en fin de compte, ça lui aurait permis d'avoir un salaire plus élevé que son mari. Et comment on fait le point zéro? Pour ça, c'est-à-dire c'est vraiment de se poser et d'aller sentir, est-ce que c'est une imitation familiale, est-ce que c'est une imitation qu'on reproduit, et je m'autorise, avec le fait que je gagne plus que mon mari, je m'autorise à évoluer professionnellement. Avec l'opposition que j'ai au sein de ma famille, je m'autorise l'évolution. Voilà. Donc ça demande de pratiquer encore et encore. C'est un mécanisme intellectuel et émotionnel, le point zéro. Une fois que vous avez chopé cet outil-là, c'est extraordinaire tout ce que vous pouvez déployer. Et alors là, comme on est au milieu de la conférence, je vais vous donner un petit outil qui n'a absolument rien à voir avec l'argent, mais qui a à voir avec la vitalité. Le corps humain est composé de fascias. Les fascias, ce sont, si vous avez déjà mangé un blanc de poulet, sur un blanc de poulet, vous avez une petite membrane blanche dessus, c'est un fascia. Le corps humain, il est composé de 15 kilos, voire plus de fascia. Ça vous donne une idée dans le corps humain, d'accord? Ça recouvre les muscles, les os, etc. Et ces fascias, si je les enlève de votre corps, vous allez vous écrouler comme une marionnette dont on a coupé les fils. D'accord? Donc là, on est au milieu de la conférence. Il y a forcément un petit moment où vous avez beaucoup réfléchi, d'un temps d'introspection, donc l'énergie descend. On va la remonter. Donc, fermez les yeux. Sur une échelle de 1 à 10, à combien est-ce que vous évaluez votre niveau d'énergie? Là, on sent que ça commence à poser un petit peu.
Et après, je vais vous proposer de vous lever. Voilà, ça baille. Et vous allez voir, on va faire un exercice tout simple. Je vais vous proposer de vous lever. On va relancer l'énergie. Et on va activer les fascias. Et pour les activer, c'est tout simple. Allez! Allez, allez, allez! Un peu d'énergie, on fait circuler tout ça. Allez, allez, allez! Hop, 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 hop! Derrière! Vous pouvez faire dos par dos, taper dans le dos de l'autre. Allez-y. Tournez-vous. Ouais. Tournez-vous. Hop. Après, on se tourne. Voilà. Allez, allez. On se tourne. Allez, 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 allez. Encore. Allez, allez. Voilà. C'est plus facile que de le faire tout seul. Et maintenant, on frictionne. Bon. Fermez les yeux sur une échelle de 1 à 10, votre niveau d'énergie. 10. Petit exercice. Allez-y, asseyez-vous. Si vous vous levez le matin, que vous êtes fatigué, vous êtes couché tard, vous avez une soirée arrosée avec des copains, vous avez une réunion de travail, activation des chakras. Ça permet des fascias, je veux dire. Ça permet vraiment de récupérer de l'énergie en un temps record. Voilà. Et là, hop, vous êtes déjà tout revenu là. Maintenant, on continue. Les freins internes dans la relation à l'argent. Donc, les comportements actuels, c'est vos tarifs, votre façon de négocier, votre manière de gérer votre entreprise. Ça, c'est la pointe immergée de l'iceberg. Dedans, les croyances, les peurs, les limitations, les conditionnements familiaux, on vient de le travailler. C'est aussi important de travailler sur la partie émergée qu'immergée de l'iceberg. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment, vraiment important. Autre chose, dans les croyances populaires, une femme qui est chef d'entreprise ou qui développe son activité ne peut pas avoir une vie personnelle épanouie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, je vais vous parler de quelque chose que j'ai appris récemment et qui m'a juste sidérée. C'est que les sites de rencontres, les algorithmes des sites de rencontres, donc, vont scanner pour mettre les personnes en relation, vont scanner les profils, les photos, le niveau d'études, la manière de communiquer. Eh ben, je vous le donne en 1000. On met pas au même niveau les hommes et les femmes. C'est-à-dire qu'on met en relation des femmes qui sont à ce niveau-là et des hommes qui sont au-dessus. De manière financière, intellectuelle, etc. Ça, si ça nourrit pas le patriarcat, même sur des sites de rencontres, les algorithmes nourrissent ce genre de choses. Alors, le résultat de ces croyances, évidemment, vous allez systématiquement minimiser vos réussites, avoir du mal à parler de l'argent avec vos clients, offrir des réductions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'offrir des réductions avant même qu'on vous le demande? Oui. Et ressentir de la culpabilité quand on gagne plus que son entourage. Yes. Donc là, petit exercice de nouveau. On était sur l'extérieur, ce que vous avez déjà entendu, vous l'avez noté. Maintenant, qu'est-ce que vous reproduisez vous-même de jugement, de critique? Et là, on peut tomber sur du grandiose parfois. Donc, je vous propose tout de suite de fermer les yeux. Vous êtes mis à l'écoute de ce que vous avez entendu en tant qu'enfant, dans votre adolescence, dans le cadre familial. Là, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de vous-même si vous réussissez? Est-ce que c'est fluide, c'est simple, c'est facile? Est-ce que vous-même, vous l'autorisez ou est-ce que vous reproduisez le conditionnement social, familial? dont vous avez entendu parler et qui vous imprègne encore aujourd'hui. Laissez remonter l'information. Et de nouveau, on se pose avec ça. On peut faire du point zéro, avec le fait que je me juge, avec le fait que j'ai peur de ne pas y arriver.
Je m'autorise la réussite et la réalisation que je mérite. Avec le fait que je me juge, ou avec le fait que j'ai peur de ne pas y arriver, je m'autorise la réalisation, la réussite que je mérite. Sentez profondément, et ça peut secouer un petit peu parfois quand on travaille ça, vous avez de la valeur. La grande majorité, très très grande majorité d'entre vous, vous êtes tout simplement des femmes formidables. Vous faites beaucoup de choses. Vous êtes belles valeurs. Si vous laissez circuler ça à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Et s'il y a des objections qui montent, n'hésitez pas à dire avec le fait que je ne pense pas mériter, je m'autorise la réussite, qui est juste, tout simplement qui est juste. Et là, on peut vraiment y passer un petit peu de temps par la suite, passer du temps à travailler sur votre valeur. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on associe l'argent à la valeur. Il n'y a rien de plus faux. Je connais des personnes qui ont énormément de moyens et qui ont une image d'eux-mêmes très dégradée. L'argent ne vous apporte pas de valeur, mais que si on l'associe, si vous êtes en difficulté par rapport à votre estime de vous-même, ça impactera le financier, c'est du pur bon sens. Voilà. Et quand vous avez les informations qui sont remontées, vous les notez, du point zéro, travaillez. Sur mes réseaux sociaux, vous trouvez plein de méditations, je vous en parlerai après, pour travailler tous ces sujets-là en profondeur. C'est vital pour vous. Et je vais vous raconter une autre petite anecdote. Il y a eu des expériences qui ont été faites avec un profiler du FBI. Donc un profiler du FBI, c'est quelqu'un qui va dessiner quelqu'un que vous allez décrire. Vous avez assisté à un braquage, le profiler va vous dire le blanc, noir, les cheveux courts, enfin, etc. Il va dessiner. Et on a fait une expérience assez intéressante. On a mis un profiler du FBI, un rideau, une femme qui se décrit. Et le profiler dessine, sans la voir. D'accord? Après, on a mis l'ami, la meilleure amie de cette femme, qui la décrit. Le profiler dessine. Là, il y a déjà une grosse différence entre comment on se perçoit et comment notre ami, de manière très objective, va nous percevoir. On a fait le même exercice avec des hommes. Les femmes ont tendance à se décrire plus laides qu'elles ne sont, et les hommes ont tendance à se décrire plus beaux. Véridique. Il faut se sortir de là. Vraiment sortir définitivement de tout ça. Et pour ce faire, je vais vous donner des exemples inspirants. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Clara Guémard, je vous laisse lire son parcours. Elle gère, donc son groupe gère plus de 600 millions d'euros qui sont réinvestis à 50% dans le soutien des jeunes entreprises. Et, alors là, on ne sait pas comment elle a fait, mère de 9 enfants. Elle a délégué, c'est sûr. Pour l'éducation, on ne sait pas, mais pour l'organisation, c'est sûr. Évidemment, Marie Curie, prix Nobel de chimie, Emmanuel Charpentier, prix Nobel de médecine. Si vous ne connaissez pas le travail de Jane Goodall, allez voir ses vidéos, c'est extraordinaire. C'est une femme phénoménale. Vraiment, elle a été la pionnière. Et elle comprenait pas, d'ailleurs, elle explique ça en disant, au moment où elle a commencé l'éthologie, on lui a appris que les animaux n'avaient pas d'émotion. Ouais. Ah oui, puis quand elle a commencé à dire que les animaux avaient des émotions, mais tout le monde s'est moqué d'elle. Donc, vous voyez ces interviews, c'est phénoménal. Voilà. Donc, trouvez vos propres références, parce qu'il y en a plein, et puis vous tapez sur le net, femmes inspirantes, vous allez en trouver. IBM 2012, Virginia Rometty. Voilà. Voilà. Donc des femmes chefs d'entreprise, il y en a. Donc là encore, un dernier petit exercice pour le plaisir. Comment vous évaluez par rapport à vos réussites?
Donc on n'est plus dans le jugement par rapport à l'argent ou les croyances intérieures. Je vous propose de fermer les yeux. Le fait de proposer, par exemple, des réductions alors qu'on ne vous l'a même pas demandé. Un grand classique. Culpabilité quand vous gagnez plus que votre entourage. Donc là, on n'est plus dans les émotions, on est dans le comportement. Vous avez détecté ce qui relevait de l'extérieur, ce qui relevait de l'intérieur, et là, comment vous matérialisez tout ça? Et comment vous adhérez au système? C'est ça qu'il y a à comprendre. Et donc, pour toutes les personnes qui ont une activité qui nécessite de vendre un produit, imaginez que vous augmentez de 10, 20, 30% juste pour être dans la norme. Et sentez comment vous interagissez avec ça. Si vous l'intégrez à l'intérieur de vous et que vous vous autorisez à facturer ce que vaut réellement votre travail, il n'y a que vous qui puissiez le faire. Personne d'autre. Donc sentez s'il y a de l'inconfort, ça veut dire que ça demande de travailler encore et encore et encore dessus. D'accord? Petit plan d'action. Et là, je vous guide la dernière méditation et vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. C'est d'intégrer ce dont vous êtes déjà capable. Allez, on se pose, on ferme les yeux. Et tout simplement, vous allez vous souvenir de vos réussites, de vos réalisations. Et vous allez sentir l'énergie qui va circuler en vous à partir du moment où vous mettez en contact avec ce que vous savez faire. Donc, souvenez-vous de quelque chose dont vous êtes fier, tout simplement. Plus vous construisez ça à l'intérieur, plus vous allez être solide, fier de vous, stable, confiante. Quelle qualité vous vous reconnaissez? Pour les sportifs de haut niveau, quand je les fais faire cet exercice-là, je leur fais faire cet exercice-là, je prends la meilleure compétition qu'ils ont eue. Donc, quelle est votre meilleure compétition, votre plus belle réussite? Et sentez ce qui se passe en vous lorsque vous ancrez ça, lorsque vous vous l'appropriez, lorsque factuellement, vous vous dites « je sais, je suis capable, je suis efficace, je suis performante, j'ai de belles valeurs, je suis une bonne personne ». Et on y met du souffle, de la respiration. De la présence, du courage. Factuellement, il y a plein de choses que vous avez réussies. Est-ce que vous faites le choix de poser votre attention sur tout ce qui a fonctionné pour vous? Tout simplement. Et petit effort de mémoire, de quelles compétences vous avez eu besoin pour réaliser ces projets? De l'intelligence, du courage, de l'acuité, de la persévérance, de la souplesse, de l'adaptabilité. Et ces compétences et ces capacités, je vous propose vraiment de les intégrer très, très profondément et de sentir que là, vous allez être dans un autre état d'esprit. Et cet état d'esprit, il est productif. Si vous faites une méditation de ce type-là avant d'aller à un rendez-vous pour obtenir des financements, je peux vous dire que votre interlocuteur ne va pas du tout percevoir la même chose de vous que si vous y allez en pensant que potentiellement il y a eu des choses difficiles et que ça risque de ne pas marcher.
Ça se travaille. On n'est pas dans de la pensée magique, on est vraiment dans un travail de fond sur l'estime de soi. Et le fait de prendre en main son potentiel. Et là, je vais vous proposer, quand vous avez pris le temps, surtout, quand vous avez senti, expérimenté à l'intérieur de vous cet exercice-là, tout de suite de noter les qualités, les compétences que vous reconnaissez. Qu'est-ce qui vous vient? Je suis capable de. Ça, je sais faire. Et est-ce que vous pouvez prendre la décision de vous mettre au travail par rapport à ce que vous avez déterminé, ressenti aujourd'hui? Donc, de tenir un journal dans votre relation à l'argent pendant une semaine, que ça soit professionnel ou personnel, c'est extrêmement efficace et productif. Et avec toutes les émotions, les pensées, les croyances que vous avez repérées et identifiées. Quand c'est pas engrammé trop profondément, on peut le faire circuler tout seul. Quand c'est beaucoup plus profond, ça demande de se faire aider, mais c'est vraiment un investissement en temps, en argent et en énergie qui est hyper rentable. Je vais vous donner un exemple très concret encore une fois. Je m'appuie toujours sur des cas concrets pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Il y a 5 ans, je rencontre quelqu'un qui est devenu une amie très très proche et qui était sur un très beau projet avec un spa, une galerie d'art et une boutique hôtel. Le lieu splendide, plus une activité de cercle de femmes, enfin, etc. Et puis je commence à discuter avec elle. Malheureusement, à l'époque, on se connaissait assez peu. Et je regarde, elle, brillantissime, et je lui dis, là, t'es très très mal entourée. Il y a forcément de bonnes raisons pour que tu sois allé chercher des partenaires qui sont pas du tout alignés. Je te recommande de travailler dessus le plus rapidement possible parce que ton projet va devenir difficile autrement. Elle ne m'a pas cru parce qu'elle venait de commencer l'activité 3 mois auparavant. On en a parlé il y a très peu de temps. Elle me dit, je pouvais pas te croire, je venais de commencer. Elle a perdu 200 000 €. Elle s'est retrouvée avec un de ses partenaires qui l'a menacée de mort. Donc ça allait très très loin. Moi j'ai tout de suite senti dès qu'elle m'en a parlé. Je lui ai dit attention, et ça s'est terminé qu'elle avait été logée dans un appartement de fonction dont on l'a virée à 8 mois et demi de grossesse. Donc elle a fini le soir même à l'hôpital. Et là, elle a de nouveau travaillé en indépendante dans des situations conflictuelles, compliquées, et donc elle était sur un autre projet. Et je lui ai dit vraiment, je te donne les coordonnées d'une thérapeute, bosse dessus. Et il se trouve que j'ai quelqu'un qui est thérapeute et coach et qui est très, très performante. Et elle a commencé à bosser. Et là, elle m'a dit, mais je comprends enfin ce que tu m'as dit il y a 5 ans. Avec toutes les croyances, les limitations que j'avais, ça pouvait pas se passer autrement. Et donc là, elle est en train de travailler en profondeur parce que c'est une fille ultra brillante. Et ce qui était intéressant, c'est que tant qu'elle était dans un cadre de salariat, elle bosse dans la finance. Tout allait bien, ultra bien payé, bonnes conditions de travail. Dès qu'elle a basculé en indépendante, là, ça a commencé à partir à volo. Donc, je lui dis, c'est intéressant de comprendre quel est ton processus et pourquoi dans une activité, tout fonctionne bien et dans une autre, c'est limité. Donc, elle est en plein travail là-dessus et tout est en train d'évoluer. Elle me dit, mais oui, évidemment, c'est complètement logique. Le travail intérieur va impacter à l'extérieur. Et pour terminer, on reprend la petite ligne de tout à l'heure et vous vous positionnez où maintenant? Avec tout le travail qu'on a fait. Prenez le petit dessin du début. Ça a bougé? Yes! Ça a bougé? Bravo! Celle pour qui ça a bougé, lève la main. Celle pour qui ça a bougé, merci de lever la main. Bon, pas mal. Bravo. Pour les autres, on continue, on se met au boulot. Donc, là, le but, on n'est pas dans de la pensée magique, on est vraiment dans du travail, dans de l'introspection, dans de la connaissance. D'accord? Ça va vous demander de faire avancer le sujet. Et pour la conclusion, si vous pouvez noter une croyance limitative dont vous choisissez de vous débarrasser aujourd'hui.
une action concrète que vous mettez en place dès maintenant, dès demain, et un objectif ambitieux que vous voulez réaliser dans les 6 mois à venir. Ça, c'est vos devoirs pour la semaine prochaine. Vous méritez de réussir et de réaliser tous vos projets. La grande majorité des projets sont bons. Ils partent du cœur, ils partent d'une envie d'autonomie, ils parlent souvent de partage, d'envie de partage. Il y a plein de projets qui partent de ces envies-là et c'est tellement important de les réaliser. Donc, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, évidemment, hein, comme toujours. Et je vous parle de la plateforme des illimités. On a, avec des amis coachs et thérapeutes, mis en place une plateforme de développement personnel sur laquelle on a tous nos outils. Alors, aussi bien en médecine chinoise pour tout ce qui est l'être équilibré, que des outils de coaching, que de la communication non violente, que la gestion du temps, que la relation à l'argent, etc. Donc, la plateforme des illimités, on a fait un tarif absolument ridicule de 15 € par mois pour que ça soit accessible à tout le monde, n'importe où dans le monde, à tous les budgets. Et on peut se désabonner à n'importe quel moment. Donc, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me tenait à cœur d'aller démocratiser le coaching et donner ces outils-là. Voilà, j'y anime des masterclass, j'y anime des lives dans lesquels on peut gagner des sessions avec moi en individuel, de manière à ce que vous ayez tous accès à ces outils et que ça soit banalisé et accessible à n'importe qui, à n'importe quel moment. Et donc, vous avez des outils que je vais proposer à des sportifs de haut niveau. Et voilà, venez nous y retrouver, on s'y amuse bien en plus. Merci. Un petit temps de réponse aux questions. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez revoir, pratiquer, redéfinir, expliquer? N'hésitez pas. Je suis là pour ça. Est-ce que vous pouvez me donner un tout petit peu plus de détails? En fait, c'est 2 familles qui s'opposent. D'accord. C'est-à-dire que d'un côté, un modèle du côté du papa, par exemple, qui est dans l'abondance, et du côté de la maman, qui est plus dans la restriction ou l'inverse, peu importe. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Ben, c'est vous déjà trouver votre point d'équilibre, et le point 0, c'est absolument magique. C'est-à-dire que le fait de vouloir, parfois de manière inconsciente, on veut adhérer au système financier de son clan, alors que c'est un système qui ne nous correspond pas. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau préhistorique déteste l'idée d'être rejeté, parce que pour lui, c'est sentence de mort. Que ce soit rejeté par son clan ou par sa famille, le bébé humain, quand il naît, il dépend intégralement de ses parents. Un bébé gnou, quand ça naît, quelques heures plus tard, il est sur ses pattes, et dès le lendemain, je crois, il court, et puis il peut se nourrir en une semaine ou un temps record. Nous ne sommes pas des bébés gnous, visiblement, et les enfants dépendent pendant des années et des années de leurs parents, ce qui fait qu'ils ont une dépendance très importante au fait de ne pas être rejetés par leurs parents. Donc on n'est pas dans quelque chose de simple, à vrai dire. Quand on essaie de se dissocier d'une croyance parentale ou d'un jugement parental, j'ai des personnes de 60 ans qui arrivent et qui me disent « je comprends pas pourquoi j'ai peur d'être encore jugée par mon père ». Je dis parce que c'est une question de survie. Du point de vue purement humain et du point de vue du groupe, au temps de la préhistoire, si on était chassé de son groupe, c'était sentence de mort. Un être humain tout seul, il se faisait manger par un tigre à dents de sable au bout d'une semaine. D'accord ? Aujourd'hui, paradoxalement, on a encore peur de se faire manger par un tigre à dents de sabre si on est rejeté de son clan. Donc, il faut savoir que dès qu'on touche au fait de changer des croyances que nos parents nous ont enseignées, on prend le risque du rejet. Si on prend le risque du rejet, on est dans la peur de la mort. On a peur de mourir. On n'est pas dans quelque chose qui est anodin du tout. Donc, c'est déjà prendre conscience que la problématique, elle est absolument importante et elle relève de rester en vie. On est vraiment sur quelque chose de très important. Et après,
On peut dissocier du coup, parce qu'en fin de compte, c'est la polarité de la restriction qui peut poser problème, et de se dire, avec le fait que je reste fidèle à l'amour que j'ai pour mes parents, j'accepte d'avoir ma propre relation à l'argent. Et cette affirmation-là, elle fait sortir de l'ambivalence, elle fait sortir de l'ambiguïté, elle fait sortir de la confrontation. On n'est pas obligé soit de rejeter, soit d'adhérer à autre chose. On peut faire l'association des deux, et le point zéro, c'est vraiment l'outil idéal pour ça. D'autres questions ? Donc là, la question, c'est de savoir comment, dans un cadre familial, on peut se repositionner quand on se dissocie vraiment des schémas familiaux. Et je vais déjà vous répondre par une petite citation bouddhiste qui dit « Si tu veux savoir si tu as réellement avancé, va passer une semaine dans ta famille. » C'est le pire challenge. Moi, j'ai des clients qui vont arriver Noël en disant « Noël, il va falloir que j'aille passer du temps dans ma famille. » Donc là, ça peut être un travail de fond et pour aller vraiment creuser en profondeur sur des schémas familiaux pour s'installer dans sa différence. Vraiment. Et là, on est dans un travail de fond. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le micro? Tu pourrais prendre le micro et là apporter pour que tout le monde entende les questions. Donc là, on tombe dans une difficulté qui peut être très importante et ça demande de travailler sur sa valeur et sur le fait. Moi, j'ai eu certaines difficultés dans un cadre familial qui m'ont challengée vraiment de manière très très importante et c'était fabuleux parce que ça m'obligeait à travailler sur moi encore et encore et encore pour pas bouger et accepter d'être, je dirais pas indifférente au jugement parce qu'on l'est jamais, pour les raisons que je vous ai expliquées, mais pouvoir le négocier avec d'une manière qui ne me pénalise pas, qui ne me ralentisse pas. Moi, j'ai un profil très très atypique, donc c'est le cas de plein de gens quand ils acceptent leur identité profonde. On est tous très différents les uns des autres, on a tous des manières de voir le monde qui peuvent être dérangeantes pour d'autres personnes qui sont plus dans le consensus. Et là, ça demande d'aller travailler en profondeur sur son estime de soi et sur son ancrage. Oui. Oui. Oui, tout d'abord, merci pour votre très très belle intervention. Merci. Et je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que chez les jeunes générations de femmes, est-ce que ces croyances militantes, elles s'estompent ou elles perdurent? Non. Alors, tout dépend le milieu familial, mais c'est en train de changer de manière absolument phénoménale. Et là où c'est bien, c'est que ça va très très vite et que je suis en relation avec des hommes de les jeunes générations, soit des ados, soit des jeunes adultes, etc., qui comprennent pas. Quand on leur explique que les hommes et les femmes n'ont pas le même salaire, ils disent mais de quoi on parle? Ils comprennent absolument pas. Donc ça veut dire que c'est déjà en mouvement chez les jeunes générations et que ça progresse de manière très importante. Mais il y a encore des schémas qui sont très très inconscients. Donc, mais je trouve que ça va vite et c'est formidable. Moi, j'ai grandi avec des parents féministes et si on leur dit vous étiez féministe, ils disent non, on vous traitait de la même manière. Ils comprennent pas le concept. C'est la même chose. J'ai grandi avec des parents qui avaient 4 poubelles dans la maison il y a plus de 50 ans. Donc le verre, le papier, enfin etc. Et quand je lui dis mais vous étiez quand même écolo avant l'heure, il dit non, on avait du bon sens. Ça sert à rien de jeter des choses qu'on peut recycler. Donc ça peut être le même état d'esprit. Et en vérité, le féminisme, c'est du bon sens. C'est l'équité entre hommes et femmes. Moi, quand on me dit oui, le terme de féministe, je dis mais le terme de féministe, il a été détourné. Parce que le féminisme, c'est équilibre, c'est équité, c'est justice, c'est avoir le même droit au prêt dans une banque. Les assurances font encore aujourd'hui, je ne sais pas si ça a changé, mais il y a quelques années c'était le cas, les assurances faisaient payer plus cher les femmes. En sachant que pour les assurances voitures, les femmes ont moins d'accidents. Merci pour la conférence. Vous utilisez comme technique la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres techniques qui permettent d'arriver au même résultat? Visualisation, PNL, la programmation neurolinguistique, c'est très efficace pour faire bouger les points de blocage. Vraiment. Et après, des outils. Allez sur les illimités, il y en a plein. Il y a de la communication non violente, on en parlait tout à l'heure.
ensemble. Allez sur les illimités, vous avez tout ça à n'en plus finir. Et d'ailleurs, j'ai gardé la formule de mon assistante sur le moment quand c'est elle qui m'a fait cette slide. Et quand j'ai vu arriver le buffet libre-service du développement personnel, je me dis, est-ce que je garde ce truc-là ? Et en fin de compte, oui, je fais une comparaison avec les contenus que vous trouvez sur les illimités et les buffets à volonté. C'est-à-dire que vous arrivez, il y a énormément de contenu, et en fonction de l'humeur du jour, vous n'êtes pas obligé de tout manger, hein, on est bien d'accord que sur les buffets à volonté, on vous force pas à tout manger, mais vous pouvez prendre exactement ce qui vous fait plaisir et ce qui vous permet de vous déployer ce jour-là. Et j'ai régulièrement des messages sur les illimités, c'est absolument magnifique pour moi, de personnes qui me disent la méditation du jour qui était sur la douceur, c'était pile, ça faisait une semaine que j'étais pas allée sur les illimités, je me dis tiens, j'ai besoin de ça, j'y vais. Et là, elle me dit c'était pile ce que j'avais besoin de faire circuler en moi, ou la paix, la tranquillité, la sérénité, la valeur, l'estime de soi, etc. Donc je vous ai enregistré des dizaines et des dizaines d'heures de contenu, et parce que j'aime le partage, tout simplement, et puis que j'ai à cœur que tout le monde puisse se déployer, tout le monde puisse avoir les outils pour accéder à sa réalisation, à son équilibre, à son bien-être. C'est vraiment quelque chose qui m'importe beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Hop, là-bas. On va vous apporter le micro. Excellente question, parce que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Pour changer d'avis, il faut se questionner, se remettre en cause, donc douter. Donc le syndrome d'imposteur, si c'est une remise en cause, tout va bien. Quand on bascule, quand on est dans la remise en cause, tout va bien. Quand on bascule dans le syndrome d'imposteur, là, ça devient toxique, pénalisant et ça vous ralentit. Donc c'est vraiment faire la différence entre je me remets en cause, c'est extrêmement simple, personne n'avance sans se remettre en cause, personne n'avance jamais sans échouer. Ça, c'est aussi un de mes chevals de bataille. L'échec n'existe pas. Aux États-Unis, lorsque quelqu'un a coulé sa boîte, il va marquer sur son CV « J'ai coulé ma boîte en telle année ». Parce qu'on part du principe que les gens savent apprendre de leurs échecs. En France, quand on a coulé sa boîte, on dit alors entre 2021 et 2023, j'étais allée m'occuper de ma grand-mère. Voilà, mais bon, d'accord ? Donc, l'échec, le doute, l'échec, c'est vital d'accueillir ça et d'en faire quelque chose de très positif et bénéfique. Il n'y a aucun artiste qui vous dira qu'il a réussi du premier coup, sans travail, sans se remettre en cause, sans faire des ratés. Et si vous allez d'ailleurs sur le net faire des recherches sur les ratés des artistes, vous allez voir, ils en parlent en disant « c'est ce qui a été le plus productif et le plus efficace pour moi ». Ed Sheeran dit ça, en disant vraiment, il s'est pris beaucoup de râteaux et beaucoup d'échecs jusqu'à ce qu'il en soit où il en est aujourd'hui. D'autres questions ? Bon, et bien encore une fois, merci. J'étais ravie